Avoir 20 sur 20 à tous les coups en y passant 2 fois moins de temps que tous les autres? Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'y aurais pas cru. Mais en réalité, c'est possible. Et la preuve, c'est que certains étudiants dans les meilleures universités arrivent à avoir des notes quasi parfaites, tout en présidant certaines associations, en faisant du sport de haut niveau, en décrochant des bourses d'excellence et en trouvant encore du temps pour faire la fête et avoir une vie sociale. Et pourtant, leurs journées, elles ont pas plus d'heures que les nôtres. Alors comment est-ce qu'ils font? Dans cette vidéo, je me base sur mes 4 années d'expérience à l'EPFL et sur le livre de Cal Newport, How to Become a Straight A Student, et je t'explique tous les piliers du système concret et validé par l'expérience qui te permettra d'accomplir ce qui avant te paraissait impossible. Mais d'abord, attention, l'objectif c'est pas forcément de faire toujours plus, d'être dans 10 assos, de faire 4 sports différents et d'être le meilleur de partout. Par contre, l'idée c'est que pour ce que tu décides de le faire de manière intelligente et efficiente, c'est-à-dire avoir le maximum de résultats en y passant le moins de temps et d'énergie possible. Et c'est à toi de voir ce que tu feras avec le temps et l'énergie que tu te libères. Ok, donc ceci étant dit, notre système il se décompose en 2 grandes parties. La première partie, ça va être les fondations. Ça va être ce qui va venir soutenir et organiser le reste de ton travail. Donc on va avoir un système pour organiser ton temps, pour gérer tes tâches à faire et pour pas être débordé. Et notre deuxième partie, ça va être là qu'on va rentrer à proprement parler dans le vif du sujet, comment organiser tes cours, comment les apprendre, comment réviser de façon la plus efficiente possible. Nos fondations, elles se décomposent en 3 parties. Comment organiser ta journée en seulement quelques minutes, comment battre la procrastination et comment trouver le bon environnement pour travailler. Donc pour organiser ta journée en seulement quelques minutes, c'est assez simple. Tu vas collecter au fur et à mesure de la journée toutes les tâches que tu as à faire, les deadlines nouvelles que tu dois rendre et les choses qui te passent par la tête. Et tous les matins, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre ces tâches-là que tu as à faire, tu vas leur assigner chacune une date sur ton calendrier. Ça peut être demain, dans 3 jours ou bien dans 2 mois ou dans 6 mois. Et tu vas ensuite prendre toutes les tâches qui sont assignées au jour que tu commences, donc vu que c'est le matin, et tu vas faire un planning des gros blocs de temps de ta journée. Donc si tu as une heure de cours de telle heure à telle heure, tu la notes. Autour, tu vas essayer de caler des heures de travail, de caler tes différentes obligations, de caler tes différentes choses à faire. Et tu pars du plus important, tu cales le plus important en premier. Et s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire rentrer, eh ben, tu les réassignes à une date future. Et avec ce système hyper simple, tu t'assures que tu n'oublies rien, parce que toutes les choses que tu as à faire, elles sont marquées pour une date spécifique, qui peut peut-être changer en fonction de tes différentes obligations et de ce que tu arrives à faire dans un jour donné, mais en tout cas tu l'oublies pas, parce que chaque jour dans ton calendrier, tu vas voir ok, quelles sont les tâches prévues pour ce jour, et soit tu les fais ce jour-là, soit tu les mets à un autre jour, donc tu n'oublies rien, et surtout c'est super simple, ça te prend seulement quelques minutes par jour, et il n'y a quasiment aucune friction. C'est aussi un truc que tu peux réorganiser au fur et à mesure de la journée. Si tu vois que tu as sous-estimé le temps que prend une tâche, ou bien si tu as un truc urgent qui arrive, que tu dois échanger 2 blocs de temps, et ben tu prends juste ton bout de papier sur lequel tu notes ça, tu gommes et tu réorganises, et c'est reparti. C'est une technique dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Moi j'utilise un petit bloc-notes comme ça pour noter mon plan pour la journée. Après on peut aussi utiliser un calendrier papier, un calendrier numérique, c'est à vous de voir ce qui marche le mieux. Moi je trouve que le papier c'est bien parce qu'on l'a toujours sur nous, c'est pratique et c'est aussi sans distraction. C'est-à-dire que quand j'ouvre ça, j'ai pas la tentation d'aller sur n'importe quelle autre appli de mon téléphone pour me distraire. Donc c'est vraiment bien d'avoir du papier. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais le système il est très simple et très flexible, donc c'est une bonne base. Ok, donc c'est super d'avoir un plan pour la journée, mais ça sert à rien si on procrastine et qu'on fait pas ce qui est prévu. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter la procrastination? Pour éviter de toujours remettre à plus tard ce qu'on doit faire? Là, ça va peut-être te paraître surprenant, mais même les personnes les plus productives disent que c'est compliqué de se débarrasser complètement de la procrastination. Mais par contre, il y a plein de stratégies que tu peux utiliser pour la garder sous contrôle et limiter son impact. La première stratégie, c'est d'utiliser un journal d'accomplissement, où tu vas noter les tâches les plus importantes de ta journée, et ensuite, à la fin, tu vas noter est-ce que tu les as accomplies ou pas. Ça peut paraître super simple, mais en réalité, c'est une astuce psychologique qui marche vraiment, parce que si tu sais qu'à la fin de la journée, tu vas devoir noter ok, j'ai bien réalisé tel objectif, ou au contraire, ah non, j'ai procrastiné, et devoir noter pourquoi tu l'as fait, dire ah bah non, j'ai pas bossé sur mon devoir parce que j'ai préféré faire une partie de jeux vidéo avec mes potes, ou bien parce que j'ai préféré rester au soleil un peu plus longtemps, et ben il y a un truc psychologique qui fait que au moment où tu t'apprêtes à procrastiner, tu sais que tu vas devoir l'écrire sur ton carnet le soir, et donc il y a quand même un truc qui te dit ouais non, allez bon, je vais m'y mettre. Et ça peut paraître débile, mais en fait c'est assez puissant, même comme simple effet psychologique, ça marche vraiment. Donc le matin, quand tu prévois ta journée, note les quelques tâches les plus importantes dans un carnet, et le soir tu notes si tu les as vraiment complétées, et si tu les as pas complétées, tu écris sur le papier noir sur blanc pourquoi tu l'as pas fait. Et tu verras que ça va te donner un coup de boost quand tu auras la tentation de procrastiner. La deuxième stratégie, c'est de prendre soin de ton corps en faisant attention à ce que tu lui donnes à manger et à boire. Donc c'est important de boire de l'eau tout au long de la journée, de boire à peu près 2 litres d'eau pour rester hydraté, et ça permet aussi d'améliorer ta concentration. Quand tu as assez d'eau et quand tu es assez hydraté, ça te permet à ton corps et à ton cerveau de mieux fonctionner, donc c'est important. Et ça te fait aussi potentiellement des petites pauses où tu vas boire, et ça te permet à ton cerveau de se rafraîchir, de prendre une pause d'1 minute.
Ça peut aussi aider à garder ta concentration. Ensuite, faire attention à ta consommation de caféine. Ça peut aider potentiellement à se concentrer un petit peu, la caféine, mais il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas en boire trop, parce que ça devient contre-productif et ça te rend complètement agité et ça rend ça beaucoup plus dur de se concentrer si t'en bois trop. Et il faut pas en boire non plus dans l'après-midi trop tard, parce que après ça risque de perturber ton sommeil. Donc ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut pas boire de caféine moins de 6 heures avant d'aller se coucher. Donc si tu te couches à 10 heures du soir, arrêtez d'en boire au plus tard à 16 heures. Et c'est pas obligé de passer par le café parce que t'as des boissons comme par exemple le maté qui ont de la caféine mais qui la relâchent plus lentement dans l'organisme, donc ça évite d'avoir un pic de caféine et ensuite une sorte de crash où tu vas avoir du mal à te concentrer justement parce qu'il y a eu cet effet de contraste. Donc regarde peut-être de ce côté-là aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, fais attention à la nourriture que tu manges, à pas manger de la nourriture qui soit trop riche en sucre ou en glucides rapides, parce que ça fait ce qu'on appelle un sugar crash, c'est-à-dire que tu as un pic de sucre et que après le corps doit le stocker et donc le stocke rapidement, mais du coup t'as plus de sucre dans le sang parce que il y a eu ce pic et que le corps a surcompensé. Et donc t'as une baisse d'énergie parce que d'un coup t'as plus aucun sucre dans le sang. Donc avoir des sucres plutôt lents et avoir des fibres, des fruits, des légumes, beaucoup, c'est bon pour la santé. Donc je te fais pas un cours de nutrition ici parce que c'est pas exactement mon domaine, mais tu peux te renseigner sur le sujet, ça vaut la peine de prendre soin de ce qu'on se donne à manger pour s'assurer d'être en bonne santé et en bonne performance même quand on veut étudier. Donc tu peux utiliser la nourriture pour te garder de l'énergie pendant la journée, de prendre des fruits secs, de prendre des fruits, de prendre quelques légumes, des carottes ou que sais-je à grignoter. Et utiliser ça comme carburant et pas juste comme récompense sucrée instantanée. Ça t'aidera beaucoup mieux. Et dernièrement sur la nutrition, évite de rater des repas parce que le peu de temps que tu gagnes en ratant un repas, ça va un peu dérégler tes rythmes, ça va te faire des fluctuations d'énergie qui vont pas forcément t'aider à te concentrer, etc. Donc le mieux c'est d'avoir un rythme régulier où tu as des repas sains à peu près à la même heure chaque jour et évite d'en rater. Ok, la troisième stratégie pour limiter la procrastination, c'est quand tu as une tâche qui est exceptionnellement chiante à faire, transforme-la en un événement exceptionnel. Va dans un endroit spécial, dis à tes potes que tu dois faire cette espèce de tâche ou ce devoir ou ce projet que tu dois rendre. Tu peux même t'en plaindre et du coup ça te forcera le moment venu à dire bah maintenant j'ai plus le choix, je dois le faire. J'ai dit à tout le monde que j'allais être bloqué dans tel café ou dans telle bibliothèque pour bosser là-dessus. Donc ça te conditionne à le faire. Et en allant dans un endroit exceptionnel, tu te motives, tu te donnes un cadre qui fait que ça y est, c'est maintenant, c'est le moment, on attaque ce truc et on le laisse pas passer. Le quatrième outil, c'est de créer des routines. Parce que un truc avec la procrastination, c'est qu'on peut la battre avec son pouvoir de volonté en se disant non, ça y est, je vais me mettre au boulot, etc. et en se convainquant à chaque fois de se mettre au boulot. Mais c'est beaucoup plus facile d'utiliser le pouvoir de tes habitudes et des routines pour que t'aies même pas besoin de te poser la question et que t'aies même pas besoin d'utiliser ton pouvoir de volonté, juste parce que c'est une habitude, tu sais que tous les jours à telle heure, tu bosses telle matière. Et du coup, pour te créer des routines, tu vas justement regarder dans ton agenda quels sont les blocs de temps chaque jour qui sont libres toutes les semaines. Donc tu vas regarder le mardi quels sont les blocs de temps que tu as à peu près toujours de disponibles. Et là tu vas bloquer, le mardi par exemple je bosse mon cours d'histoire. Le jeudi tu regardes, pareil tu fais ça pour tous les jours de la semaine, tu regardes quels sont des blocs de temps que tu peux avoir de libre toujours à peu près ces jours-là. Et tu vas mettre des blocs de travail là-dessus. Donc ça va pas suffire pour faire tout le travail que tu dois faire, mais ça te donnera déjà une base où tu auras déjà une partie de ton travail qui sera gérée chaque semaine de façon routinière, constante, et ça t'aidera à avancer. Notre cinquième outil contre la procrastination, c'est de planifier tes journées hardcore. Il y a des jours où il faut juste se mettre au boulot et abattre du travail en quantité parce qu'il y en a un paquet à faire. La clé par contre, c'est de planifier ça à l'avance. De pas les faire au dernier moment parce que ah là là, la deadline arrive, au secours, j'ai rien prévu, mais au contraire de les étaler. De savoir que tel jour, ça va être un jour où je vais beaucoup bosser, ok, mais si tu les étales dans le temps, non seulement tu seras moins à l'arrache, et en plus ça te permettra de les intercaler avec des jours un peu plus tranquilles, et donc de garder un équilibre, plutôt que de faire des marathons interminables, et surtout quand tu fais des marathons de travail intense, tu deviens de moins en moins productif au fur et à mesure que tu avances dans ton marathon. Donc c'est beaucoup mieux de les espacer en blocs, en journées, et d'intercaler des journées intenses avec des journées un peu moins intenses. Tu peux même prévenir tes amis et tes proches que tel jour tu seras focalisé sur ton travail, que tu seras pas disponible pour faire des activités avec eux ou pour répondre aux messages, et comme ça t'incite à te mettre au boulot ces jours-ci. Une sixième astuce, c'est de te focaliser sur commencer le travail plutôt que de se focaliser sur le finir.
C'est beaucoup plus facile de se dire, ok, bon, allez, je fais 5 minutes de telle matière, et après, peu importe, mais au moins je commence. Et en fait, une fois que t'as commencé, t'as fait le plus dur. Donc dis à ton cerveau que tu vas faire juste quelques minutes, et c'est une bonne technique pour te mettre en mouvement, et une fois que tu l'as fait, c'est ok, tu peux arrêter au bout de 5 minutes, mais vu que t'es déjà dedans, t'as beaucoup de chances de continuer. Ça c'est une première astuce. Une autre, c'est le fait d'utiliser un langage positif, plutôt que de se dire « Ah tiens, je dois finir ce devoir, je dois faire tel truc », et ben se dire « Trop cool, j'ai l'occasion de me débarrasser de ce devoir, j'ai l'occasion d'avancer sur ce cours et de pouvoir ensuite être tranquille et pouvoir vraiment profiter de mon temps libre ». Donc reformuler ça de façon positive en disant « J'ai l'occasion, j'ai la chance de pouvoir ». Ça paraît une astuce psychologique débile, mais en vrai ça marche, et ça permet d'aborder ça en y prenant un peu plus de plaisir et en étant un peu moins dépité à l'idée de se mettre au boulot. Un autre truc que je recommande aussi, c'est de prendre un temps de centrage avant de commencer à bosser, de juste prendre 30 secondes pour respirer, de se concentrer juste sur le moment présent, sur sa respiration, et ça va permettre de clarifier un petit peu ses pensées et d'être plus présent, plus efficace, d'avoir le cerveau plus clair. Et moi je trouve que ça m'aide à éviter les différentes distractions. Si je me recentre sur ce que je vais faire, j'aurai mon cerveau qui aura beaucoup moins tendance à partir dans des tangentes, à se dire « Ah mais est-ce que j'ai pensé à tel truc ? Ah tiens, il y a tel projet sur lequel j'aimerais avancer. Ah tiens, il y a telle idée. » Non. En se centrant un petit peu juste avant de commencer, ça me permet d'être concentré sur ce que je vais faire et d'avoir beaucoup moins de pensées parasites. Et enfin, planifier ton temps libre, planifier ton temps de loisir, c'est aussi une super bonne astuce pour éviter la procrastination. Parce que si c'est marqué dans ton agenda que tel jour à telle heure, tu vas jouer aux jeux vidéo avec tes potes, tel jour à telle heure, tu vas te promener tranquillement au soleil, et tel jour à telle heure, tu vas glander sur ton canapé parce que t'as envie, et ben à ce moment-là, t'as du temps qui est prévu dans ta semaine. Et tu peux même potentiellement le décaler et l'échanger avec autre chose si finalement t'as envie de glander à telle heure plutôt qu'à telle heure, mais ton temps, il est budgété, entre guillemets, et donc tu sais que t'as tant d'heures pour tes loisirs et tant d'heures pour ton travail, et que ça va être suffisant et que ça va coller. Donc planifier son temps de loisir, c'est aussi une super bonne façon d'éviter la procrastination. Ok, donc voilà ta boîte à outils pour combattre la procrastination. Et le troisième pilier qui va nous permettre d'avoir des fondations solides, c'est de savoir où, quand et comment se mettre au boulot. Donc quand est-ce que c'est le meilleur moment pour travailler ? Eh ben, l'idéal c'est de le faire plutôt tôt dans la journée. Le matin ou l'après-midi, c'est là qu'on a le plus d'énergie, c'est là qu'on est le plus potentiellement concentré. Et on pourrait se dire que le soir c'est un bon moment pour travailler, parce que c'est plus calme, que personne va venir nous déranger, alors que pendant la journée il se passe plein de choses, etc. Mais en fait c'est plutôt l'inverse. Le soir, t'as beaucoup moins d'énergie, ton cerveau il a déjà été actif pendant toute la journée et ton corps se prépare à aller dormir, donc c'est vraiment pas forcément le bon moment pour être dans du travail intense et efficace. Et c'est aussi le moment où les gens font des activités, où il y a tes voisins qui vont commencer à faire la fête, où t'as tes amis qui vont te proposer de sortir, des gens qui vont être là autour de toi dans ton logement à faire des choses, etc. Et puis en plus, le soir, il n'y a pas tant de temps que ça si tu prends en compte le temps qu'il te faut pour manger, pour te préparer, puis que tu dois encore ressortir tes affaires et te remettre au boulot. En fait, il reste pas beaucoup de temps avant que tu doives aller dormir. Donc le soir, c'est pas le meilleur moment. Ce que tu devrais faire, c'est plutôt trouver des blocs de temps le matin et dans l'après-midi pour avancer sur ton travail. Et donc tu peux trouver en fait des moments, même des blocs de 30 minutes, de 45 minutes. C'est comme ça que tu vas le mieux bosser. Parce que si tu fais ça entre un cours, entre ton cours et ton repas, ou entre ton repas et telle activité, et ben tu vas avoir des blocs de temps plus focalisés, qui seront plus courts. Mais en fait, le fait qu'ils soient courts et le fait que tu aies des pauses entre temps où tu vas aller à une autre activité, revenir, ça te fait des pauses, ça permet à ton cerveau de recharger son attention, de recharger son énergie, et ça permet aussi d'espacer tes blocs d'études. Et ça, c'est une technique qui est très efficace d'après la science. C'est beaucoup mieux de faire plein de petits blocs d'études que de faire un seul gros bloc, parce que ça laisse à notre cerveau le temps de traiter et d'intégrer l'information en arrière-plan. Pendant que tu fais des pauses, pendant que tu vas faire d'autres choses, ton cerveau il continue de travailler un petit peu, et donc le fait d'espacer sur des petits blocs, c'est une bonne idée. Donc quand est-ce qu'il faut étudier ? Le plus tôt dans la journée, c'est le mieux, et par bloc de temps, même si tu dois les caler entre d'autres activités, cale-les dans la journée. Ensuite, où est-ce qu'il faut étudier ? Eh ben, surtout pas dans ta chambre ou ta résidence étudiante, parce que c'est plein de distractions, c'est pas un contexte qui est propice à se focaliser, à travailler, et il y a potentiellement tes potes qui passent par là, il y a potentiellement la télé, il y a potentiellement du bruit, et c'est pas un endroit qui est studieux. T'es entouré d'autres gens qui font des choses qui peuvent te distraire. Alors va plutôt dans un endroit où tu vas être entouré d'autres gens qui sont eux aussi en train de bosser, et ça te mettra dans l'ambiance et ça t'incitera à bosser toi aussi. L'idéal c'est d'avoir plusieurs endroits où tu peux t'isoler, des coins un peu secrets, pas là où il y a tout le monde, pas là où il y a tous tes potes qui vont étudier, mais un endroit un peu reculé, un recoin un peu perdu peut-être de ton université, savoir trouver la petite salle d'exercice, le petit coin de la bibliothèque où personne ne va,
et en avoir plusieurs comme ça, entre les différentes salles de cours, entre les différents endroits où tu vas, avoir plusieurs spots sur lesquels tu peux t'isoler pour travailler. C'est une super bonne stratégie parce que ça te permet, premièrement, de changer d'endroit, donc de pas être tout le temps au même endroit pour travailler. Ça te permet de pas devenir fatigué et exaspéré de l'endroit où tu es pour travailler parce que tu changes de temps en temps. Ça te permet aussi d'en avoir toujours un sous la main quand tu es en train de vadrouiller d'un endroit à l'autre du campus, là où tu dois travailler, là où tu dois revoir tes copains. Bah, tu sais que tu as plusieurs endroits espacés là où c'est le plus pratique. Donc voilà, où étudier, tu vas dans des endroits où il n'y a personne d'autre que tu connais, où tu es isolé, et dans l'idéal, tu as plusieurs spots comme ça entre lesquels tu peux alterner. Et troisièmement, pendant combien de temps est-ce qu'il faut étudier? Et bien là, la règle, c'est jamais faire plus d'une heure sans prendre de pause. Parce que tu peux pas maintenir ton attention plus longtemps que ça. Donc potentiellement, toutes les 45 minutes, toutes les 50 minutes ou une heure à peu près, c'est pas une règle exacte, mais il faut prendre des pauses fréquemment, parce que ça permet à ton cerveau de se reposer, de régénérer ton attention. L'idéal, c'est aussi si tu peux bouger un petit peu ton corps, aller marcher 2 minutes, faire quelques pompes, quelques squats, ce que tu as envie pour te rafraîchir les idées. Ça va permettre d'être beaucoup plus efficace quand tu te remets au boulot, parce que si tu restes à bosser sans interruption, la qualité de ton attention, elle va se dégrader, se dégrader, se dégrader, et au final, tu vas juste être là à regarder une feuille de papier avec ton cerveau à moitié vide, et en fait, tu es juste en train de perdre ton temps. Donc faire des pauses, c'est hyper important, et voilà, utilise ces pauses pour te rafraîchir les idées, pour aller boire un coup, ou bien pour aller faire une autre activité et revenir au travail plus tard. Comme je disais, l'idée d'intercaler différentes activités, c'est aussi assez efficace comme stratégie. Et puis même, ça te permet de prendre du recul sur ce que tu fais. Quand tu fais une pause et que tu mets ton attention sur autre chose, et ben, comme je disais, ton cerveau il peut travailler en arrière-plan, et peut-être que quand tu vas revenir, tu auras une nouvelle idée. Donc c'est pas une excuse pour ne pas travailler et remettre à plus tard, mais c'est une bonne raison, une autre bonne raison de prendre des pauses et d'intercaler les différentes activités que tu fais. Ok, donc avec ça, on a les fondations de notre système. Premièrement, tu organises ta journée en seulement 3 minutes. Deuxièmement, tu as ta boîte à outils pour combattre la procrastination. Et troisièmement, tu sais où, quand et pendant combien de temps te mettre au boulot. Et maintenant, c'est notre deuxième grosse partie, c'est quand tu te mets au boulot, on va voir comment s'y prendre concrètement pour faire ça de façon intelligente. Pour ça, la première étape, ça va être de prendre des notes de qualité. La deuxième, ça va être d'expédier tes devoirs et tes projets de façon intelligente. Ensuite, on va voir toutes les stratégies pour réviser de façon super efficiente. Et enfin, comment cartonner aux examens une fois que tu es dans la salle. Et avec ça, tu seras équipé pour pouvoir viser le 20 sur 20 à tous les coups, en y passant beaucoup moins de temps que tous les autres. Ok, donc la première étape, c'est de prendre des notes de qualité, et pour ça, déjà, il faut aller en cours. Donc rends-toi ce service et évite de sécher les cours, parce que si t'y vas pas, tu vas en réalité passer beaucoup plus de temps à devoir rattraper par toi-même les cours que si t'étais concrètement dans l'amphi et que tu puisses poser tes questions au bon moment et prendre des notes au bon moment. Moi, pendant très longtemps, j'allais pas en cours parce que j'ai pris l'habitude avec le coronavirus de tout faire à distance, mais je suis en train de revoir ma stratégie parce que je pense que c'est plus efficient d'être là physiquement pendant qu'il y a le cours en amphi. Une fois que t'es là, il s'agit d'être concentré sur ce que dit le prof et d'écarter toutes les distractions. Donc éteins ton téléphone, mets-le hors de ta vue, désactive tous les réseaux sociaux sur ton ordi et concentre-toi pleinement sur le cours. Ignore tes potes qui sont sur Facebook ou qui jouent aux jeux vidéo ou qui regardent des animés. Toi, t'es là pour bosser et pour tirer pleinement parti du temps que tu vas passer dans cet amphi. Donc tu vas prendre des notes de qualité. Sur ordi, c'est plus facile parce que tu peux les modifier et les réviser plus facilement. Mais sur papier, ça marche aussi. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne méthode et de comprendre à quoi servent vraiment les notes. C'est une erreur que font beaucoup de gens, mais les notes, ça sert pas à faire joli. Ça sert pas non plus à résumer tout ce que dit le prof. Et ça sert pas non plus à enregistrer seulement les informations essentielles que dit le prof. Mais ça sert à t'économiser du temps de révision. Donc l'idée, c'est de pas noter l'information brute telle que donne le professeur, mais de la traiter et de la structurer d'une façon qui te sera utile pour réviser de façon plus efficiente. Et pour ça, tu vas créer des liens, tu vas organiser l'information, la relier à ce que tu connais déjà et à des exemples concrets pour pouvoir mieux retenir, mieux apprendre, mieux comprendre. Concrètement, on a 3 méthodes de prise de notes différentes pour 3 types de cours un petit peu différents. Premièrement, pour les cours qui ne sont pas des cours techniques, donc par exemple des cours de littérature, des cours d'histoire, de droit, de psychologie, de sciences politiques, de sciences sociales, pour ça, tu vas prendre tes notes sous la forme questions, faits et réponses. Donc ton travail, pendant que tu écoutes le prof en amphi, ça va être d'identifier la question à laquelle il répond, de noter les éléments factuels qui vont donner une réponse à cette question, et de noter la conclusion qui répond à la question. Et c'est pas forcément facile parce que des fois la question elle est implicite, des fois le prof prend pas le temps de dire explicitement voilà la question à laquelle on va répondre, mais toi ton travail c'est d'identifier cette question, de la noter, de noter ensuite les faits importants que le prof mentionne,
et de noter la conclusion, la réponse. Et là aussi, la conclusion, des fois, elle est complexe, elle est un peu alambiquée, mais ton rôle, c'est de l'identifier et de la noter la plus précisément possible, et de t'assurer que tu la comprends. Cette méthode, elle marche bien parce qu'elle te permet de te focaliser sur les grandes idées. En général, un cours, il va se focaliser sur une ou plusieurs grandes idées que tu dois comprendre et retenir. Et en prenant tes notes sous la forme questions, faits et réponses, tu vas pas retenir juste des faits isolés, mais tu vas te forcer à comprendre leur importance et à comprendre à quelles questions, à quels problèmes ils répondent et à quelles grandes idées ils sont reliés. Et ensuite, ça va te permettre de réviser beaucoup plus facilement en utilisant la méthode du quiz et de la remémoration. Tu vas utiliser ces questions-là comme guide de révision. Mais ça, je t'en parlerai juste après. Ok, donc ça c'était pour les cours non techniques. Pour les cours techniques où il y a beaucoup de maths, par exemple de l'algèbre, des probabilités, de l'analyse, des choses comme ça, où tu vas avoir beaucoup d'équations, beaucoup de problèmes à résoudre, on a une méthode qui est assez différente. Ta méthode, ça va être de noter le plus d'exemples d'exercices possibles. Donc pendant le cours, tu as souvent des exemples de résolution de problèmes que le prof va donner, et ton objectif c'est d'en noter le plus possible et de prendre en note l'énoncé du problème, la solution et les étapes intermédiaires de résolution. Ton objectif, ça va être de collecter un maximum de tout ça. En priorité, tu notes le problème et sa solution, et ensuite, tu notes toutes les étapes de résolution avec le plus de détails possible. Et si tu as du temps en plus, tu peux même noter des explications à côté sur pourquoi est-ce qu'on passe de telle étape à telle étape, à quoi ça sert, etc. Et ça sera une super bonne source de révision, parce que ça va te permettre de tester ta compréhension des sujets et d'avoir une source authentique d'explication de comment ça marche et comment résoudre les problèmes que tu vas devoir résoudre pour l'examen. Donc le plus gros de tes notes, ça va être des exemples de problèmes, mais ensuite tu vas aussi rajouter des questions d'explication conceptuelle, où tu vas poser des questions qui résument un ensemble de problèmes que tu as notés. Tu vas par exemple demander d'expliquer comment est-ce qu'on choisit entre telle et telle méthode de résolution de problème, ou bien d'expliquer quelle est l'idée générale derrière ce théorème-là, ou bien d'expliquer quelles sont les 3 propriétés de tel type de concept. Ces questions conceptuelles, elles vont s'assurer que tu as bien compris les idées et les concepts derrière et que tu n'as pas juste mémorisé la solution au problème. Donc elles sont importantes aussi. Et encore une fois, là on les note sous forme de questions et de réponses parce que ça va être super utile pour réviser. Et troisièmement, pour les cours qui sont des cours techniques mais avec moins de maths et moins de résolution de problèmes, tu vas avoir plus de questions de type questions conceptuelles qui vont être peut-être des questions assez courtes avec des faits à retenir, des idées, des théorèmes, des choses comme ça. Et tout simplement, tu vas noter ça sous forme de questions-réponses. Encore une fois, c'est important d'avoir une question et la réponse, et pas seulement noter les faits tels quels, parce que la question, elle va être utile ensuite pour réviser, parce que ça va te permettre de te remémorer activement des connaissances que tu veux ancrer. Donc c'est vraiment important de formuler ça sous forme de questions, et donc là, dans ce type-là de cours, où tu as des cours techniques, mais avec pas beaucoup de résolution de problèmes, tu vas noter principalement, du coup, ces idées-là, ces questions conceptuelles et les faits à retenir. Ok, donc avec ça, tu as tes matériaux bruts de notes qui vont être super utiles pour réviser. Mais avant de passer aux révisions, on doit d'abord s'occuper des exercices et des projets que tu vas devoir rendre pendant le semestre. Comment est-ce qu'on fait ça de façon intelligente? C'est assez facile de passer beaucoup de temps à bosser sur ces projets et de se sentir en permanence débordé, ou au contraire de les remettre jusqu'au dernier moment et de faire ça complètement à l'arrache. Mais avec les méthodes que je te donne, tu vas pouvoir faire beaucoup mieux. Premièrement, commence un devoir le jour où on te le donne. Que ce soit un projet de programmation, que ce soit des articles scientifiques ou des articles de littérature à lire, tu commences le jour où on te le donne, puis tu travailles dessus régulièrement jusqu'à la deadline. C'est vraiment important de ne pas faire ça au dernier moment, et maintenant tu as les outils pour planifier ça de façon intelligente. Quand on te donne le devoir, tu le notes sur ta liste de choses à faire, et tous les matins tu vas avoir tes to-do et tu vas organiser tes journées en fonction. Donc avec ça, tu as un outil pour éviter de te faire avoir au dernier moment, et tu vas mettre des blocs de temps pour travailler sur tes différents projets au fur et à mesure, et pas au dernier moment. Parce que quand tu fais un truc au dernier moment, t'apprends pas bien, tu passes beaucoup plus de temps à le faire parce que t'es fatigué, t'as pas le temps de prendre des pauses, il faut le finir, et donc même si t'as plus d'énergie mentale, il faut continuer, donc tu perds beaucoup de temps, et aussi c'est juste pas agréable du tout de faire les choses au dernier moment, et ça te fait apprendre beaucoup moins parce que tu fais ça en un marathon un soir jusqu'à pas d'heure le matin, et en fait t'as tout oublié juste après. Donc la première règle, c'est de commencer quand on donne le devoir et d'en faire petit à petit jusqu'à la deadline. La deuxième règle pour gérer tes projets de façon intelligente, c'est ne lis pas tout. Il y a beaucoup de cours où on va te donner des lectures à faire, que ce soit dans des cours techniques ou non techniques. On va te donner des papiers scientifiques, des articles de recherche, des articles de littérature, des extraits de chapitres d'un livre, etc. Et souvent, on t'en donne beaucoup. Et malheureusement, si tu passes ton temps à lire en détail chacune des lectures qu'on te donne,
souvent c'est juste pas réaliste et il n'y a pas le temps de tout faire. Donc si t'as le temps de tout faire, c'est cool, vas-y, ce sera intéressant et t'apprendras plein de choses. Mais la plupart du temps, il faut savoir prioriser et lire en premier les lectures les plus importantes et lire peut-être plus rapidement celles qui sont moins importantes. Donc comment est-ce qu'on hiérarchise ça? Dans beaucoup de cours, tu as des sources qu'on va appeler des sources favorites. Ça va être des sources de lecture qui reviennent quasiment chaque semaine. Potentiellement, ça peut être le livre de cours sur lequel le prof se base, ou bien un livre que vous allez étudier tout au long du semestre. Et ces sources-là, les sources favorites qui reviennent très souvent et qui sont importantes, ça va être des sources que tu vas lire en priorité. C'est celles qu'il faut toujours lire, parce que c'est les sources les plus importantes sur lesquelles le prof se base. C'est là-dedans que tu vas avoir l'essentiel des concepts, l'essentiel des idées qui vont être résumées, et donc c'est une bonne idée de les considérer sérieusement. Ensuite, tu as des lectures supplémentaires, et c'est là qu'on va prioriser. L'idée, ça va être de lire en premier les lectures qui défendent une thèse ou un argument. Ensuite, tu vas avoir les lectures qui décrivent un événement ou une personne particulière. Et enfin, tu vas avoir les lectures qui donnent juste du contexte en général. Et ça, c'est par ordre d'importance. Donc le plus important, c'est celle qui développe un argument ou une thèse. Ensuite, c'est celle qui parle de personnes ou d'événements. Et enfin, celle qui donne du contexte. Donc les sources de lecture qui développent une thèse ou un argument, c'est les plus importantes. Et celles-là, elles valent la peine d'être lues pour identifier précisément quelle est la thèse développée et quels sont les arguments qui la soutiennent. Les lectures qui parlent d'un événement ou d'une personne en particulier, ça vaut souvent la peine de les survoler, peut-être en y passant moins de temps, et celles qui donnent juste du contexte, souvent on peut complètement les ignorer, parce que le professeur va souvent donner les informations les plus importantes pendant son cours de toute façon. Donc à voir et à adapter au cas par cas, mais ça c'est la structure générale que tu dois retenir pour prioriser tes lectures. Et assure-toi de les amener en cours, même si tu les as pas lus, parce que tu veux pouvoir suivre ce que le prof dit et pouvoir prendre des notes dessus, et potentiellement reconsidérer ton choix. Si le prof dit que telle source est vraiment importante et que toi tu l'avais ignorée, à ce moment-là, tu planifies dans ton agenda un jour où tu vas la lire et prendre des notes de qualité. Donc justement, maintenant, le troisième point, c'est de prendre des notes de qualité sur les lectures que tu choisis de lire. Donc pour les sources prioritaires que tu vas lire, tu vas utiliser exactement la même méthode question, fait et conclusion que tu utilises pour prendre tes notes de cours. En premier, tu vas chercher la question à laquelle répond cette lecture. Tu cherches le problème qu'elle essaye de résoudre. Ensuite, tu lis pas l'article et tu vas directement à la conclusion. Tu cherches la conclusion, tu cherches la réponse à cette question que tu viens d'identifier. Là aussi, tu notes la réponse, et des fois, elle est un peu plus dure à identifier parce que souvent, elle est un petit peu complexe, elle est nuancée, etc. Mais tu dois pouvoir la trouver, la noter et la comprendre. Une fois que tu as noté la question principale et la conclusion, tu vas survoler rapidement l'article, mais tu vas pas lire en entier. Tu vas juste survoler et mettre des petites coches dans la marge quand tu vois une idée qui te semble intéressante, quand tu vois un point qui te semble important. Et t'as pas besoin de tous les identifier. T'as besoin d'identifier juste une bonne proportion d'entre eux, mais si t'en loupes quelques-uns, c'est pas grave. Et ensuite, tu vas revenir, une fois que t'as fait ce survol, tu vas revenir là où t'as mis des notes dans la marge, et là tu vas essayer d'identifier précisément quel est le point, quel est le fait qui soutient l'argument général, et tu vas le noter dans ta prise de notes, entre la question et la conclusion. Et si tu fais ça pour chacune des coches que tu as mises dans la marge, tu te retrouveras à la fin dans tes notes avec une question clairement identifiée, quelques points de factuel, quelques points d'évidence qui viennent soutenir la conclusion, qui sera elle aussi à la fin notée clairement identifiée. Et avec ça, en à peu près 20-30 minutes, tu devrais pouvoir avoir des notes de qualité sur une lecture, en identifiant l'argument principal, en identifiant les points qui soutiennent cet argument, et sans y avoir passé trop de temps non plus. Donc t'as pas besoin de tout lire dans le détail, tu identifies juste la question, la conclusion, et ensuite tu survoles pour avoir les points qui amènent de la question à la conclusion. Ta priorité, c'est de comprendre l'idée générale, et pas forcément de retenir tous les points de détail, et le prof vous expliquera sans doute pendant le cours quelle est l'importance de cette lecture, et vous rappellera sans doute les points importants. Donc t'as pas besoin d'être ultra pointilleux, il faut trouver cette juste balance d'efficience, à pas y passer trop de temps, et avoir le 80-20%, c'est-à-dire faire le 80% du résultat avec le 20% de l'effort. Ok, donc avec ça, on est déjà en bonne voie pour faire nos devoirs de façon intelligente, mais il nous reste quelques points à couvrir. Et le prochain, c'est de travailler sur tes exercices morceau par morceau. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais c'est une bonne idée de découper en plusieurs morceaux et d'espacer tes sessions de travail sur un sujet donné. Donc quand on te donne une série d'exercices, n'essaye pas de résoudre tous les exercices d'un coup. Planifie des blocs de temps dans ton agenda, mais essaye de résoudre 1 ou 2 problèmes à chaque fois. Ça va éviter à ton cerveau de fatiguer, tu vas garder ta concentration, et quand tu vas bosser par petits blocs, donc tu vas rester à fond, et en espaçant ton travail, tu y passeras moins de temps en tout. Et pour les problèmes vachement difficiles, tu peux tirer encore plus parti de cet espacement. Et voilà comment tu t'y prends. Tu vas commencer par lire le problème et essayer de le résoudre une première fois de la façon la plus évidente.
Vu que c'est un problème difficile, ça va probablement échouer, mais au moins tu sauras pourquoi est-ce que la solution évidente, pourquoi est-ce que l'approche la plus facile, elle marche pas. Une fois que tu as fait ça, c'est peut-être contre-intuitif, mais il faut arrêter. T'arrêtes et tu passes à autre chose. Tu continues pas à te prendre la tête avec ce truc-là, tu laisses juste ton cerveau travailler dessus en arrière-plan pendant que tu fais autre chose. Et quand tu vas être en train de vaquer à tes occupations, en train de prendre ta douche, en train de faire la queue dans une file d'attente, etc., là c'est un bon moment pour ramener le problème dans ta mémoire, et le manipuler mentalement et chercher ok, quelle pourrait être une bonne approche, comment est-ce que je pourrais surmonter ce blocage, etc. Et donc tu vas, voilà, au fur et à mesure de ta journée, petit à petit, essayer d'examiner ce problème sous différentes approches pendant que tu fais autre chose, pendant que ton cerveau est libre. Et au bout d'un moment où tu auras fait ça, tu vas potentiellement avoir une idée, un déblocage qui vient, et là, à ce moment-là, tu te remets à ton bureau et tu te remets à travailler sérieusement sur le problème. Et donc ça, c'est rendu possible aussi parce que tu as suivi l'autre stratégie qui est de commencer à bosser dessus dès qu'on te l'a donné. Ça, tu peux plus le faire si tu le fais au dernier moment, ton problème, parce que là, tu dois le finir. Mais si tu fais ça petit à petit, eh ben, tu as cet avantage de pouvoir y réfléchir en arrière-plan, et donc d'y passer beaucoup moins de temps, et d'être aussi beaucoup moins frustré, parce que tu seras pendant beaucoup moins longtemps à être là juste à galérer sur ta feuille. D'où cette stratégie de travailler sur tes exercices morceau par morceau. Ensuite, tu peux travailler en groupe pour te débloquer. L'idée là, ça va être de vraiment travailler par toi-même au début, d'essayer de résoudre les problèmes, mais quand tu bloques, tu vas pas passer trop de temps à bloquer sur un problème, tu vas le mettre de côté et poser une question le plus rapidement possible dessus. Donc si tu as des sessions d'exercice où tu as des assistants étudiants ou des profs qui tiennent des heures de permanence, tu vas à ces sessions d'exercice, tu vas à ces heures de permanence et tu poses tes questions. Le plus tôt possible, le mieux c'est. Et par contre, il faut avoir déjà un petit peu bossé sur les exercices pour savoir quelles sont tes questions, pour les avoir identifiées à l'avance et pour pouvoir les poser le moment venu. Donc ça, c'est utile et tu peux aussi travailler en groupe pour résoudre ces questions-là. Mais encore une fois, travaille pas en groupe pour faire tous tes exercices à partir de zéro. Travaille tout seul pour le début et pour le plus gros du travail et va en groupe ou aux sessions de questions-réponses une fois que tu as identifié tes questions, une fois que tu as identifié les problèmes sur lesquels tu bloques. Donc tu peux identifier un groupe d'étudiants avec qui tu vas prévoir des sessions de travail régulières que tu vas caler dans ton agenda et y aller de temps en temps, pas y passer la plupart de ton temps de travail tu vas travailler tout seul, mais de temps en temps avoir ces sessions où tu peux te débloquer ou réexpliquer des choses aux gens. Si c'est toi qui réexpliques, ça va t'aider à mieux comprendre et à solidifier tel ou tel sujet. Et si c'est quelqu'un d'autre qui t'explique, eh ben, ça va t'aider à te débloquer, donc c'est mutuellement bénéfique. Et enfin, pour tes devoirs et tes exercices, pense à noter la solution proprement du premier coup. Ça sert pas à grand chose souvent de faire un brouillon, tu peux sans doute noter ta solution proprement du premier coup, donc si c'est un devoir que tu dois rendre, fais l'effort d'écrire ça proprement, ça t'évitera de devoir passer du temps à recopier et à faire un brouillon, donc tu gagnes du temps. Et donc ça, c'est toutes nos stratégies pour traiter nos devoirs et nos projets à rendre de façon intelligente. On commence le jour où on nous le donne et on en fait petit à petit jusqu'à la deadline. Ensuite, on priorise intelligemment nos lectures, on prend des notes intelligentes dessus, on travaille sur nos exercices morceau par morceau, on travaille en groupe et on va aux sessions de questions-réponses pour nous débloquer, et on note nos solutions proprement du premier coup. Ok, donc maintenant c'est l'heure de passer aux révisions, et ça va être notre dernière étape avant d'être concrètement dans la salle d'examen. Mais si t'as suivi ces stratégies jusqu'à présent, les révisions, en réalité, ça va être une petite partie du travail, ça va être presque une formalité. Parce que t'as bien préparé ton travail, parce que t'as pris des notes de qualité, et parce que t'as fait tes exercices de façon intelligente. Donc pour tes révisions, c'est à peu près décomposé en deux phases. Tu vas avoir une partie d'organisation où tu vas préparer toutes tes ressources, et une partie de révision où tu vas concrètement apprendre et passer en revue le contenu à proprement parler. Donc pour préparer tes ressources, voilà comment tu t'y prends. Tu commences par délimiter le contour de ce que tu dois apprendre. C'est là que tu vas te poser la question de quels sont les cours qui sont inclus, quels sont les sujets qui sont pas inclus pour l'examen, quel est le format de l'examen, quels sont les types de questions qui vont être posées, combien de temps est-ce qu'il dure, est-ce que tu auras droit à tes notes, est-ce qu'il y a un aide-mémoire ou un formulaire qui sera fourni. Si t'as pas de réponse à ces questions-là, il faut demander au prof le plus rapidement possible, et au plus tard quelques semaines avant l'examen, il faut que tu aies ces réponses-là. Ensuite, tu vas te créer un guide de révision. Donc pour les cours non techniques, tu vas rassembler simplement tes notes et les classer par sujet. Donc tu vas avoir les notes de tes lectures sous forme questions, faits et conclusions, et les notes de tes cours aussi sous forme questions, faits et conclusions. Tu vas les imprimer, c'est vachement utile de les avoir sur papier, et tu vas les regrouper avec une agrafe ou un trombone par thématique. Donc ça va te faire des piles de notes qui vont être toutes sous ce format pratique de questions, réponses et faits qui soutiennent la réponse. Et ça va être ton guide de révision. Ensuite, pour les cours qui sont des cours techniques, tu vas créer des méga séries d'exercices. Donc là, tu vas prendre tes notes de cours, qui sont principalement des résolutions d'exercices,
et tu vas prendre tes séries d'exercices que tu as faites pendant le semestre, et là aussi les rassembler par thématique et les imprimer. Donc avec ça, ça va te faire des méga séries d'exercices par thématique qui vont comprendre les exercices qui ont été montrés en cours, les exercices de tes séries, et les questions conceptuelles que tu as notées en plus pour t'assurer que tu comprenais bien les concepts. Et ça va être la base de tes révisions. À partir de ça, tu vas créer 2 ressources. Premièrement, tu vas créer un quiz. Donc ça veut dire que pour chacune de tes piles thématiques, tu vas renoter les questions. Donc que ce soit les questions de tes cours avec la question fait et conclusion, ou que ce soit les questions qui sont en fait les énoncés des problèmes que tu dois résoudre, et les questions conceptuelles, et ben tu vas noter ça dans un quiz sans mettre les réponses, mais simplement en prenant une page blanche, et par sujet tu vas noter à quel cours, à quel chapitre ça fait référence, et noter les questions. Et donc ça va te faire ton quiz que tu vas utiliser ensuite pour réviser avec la méthode de quiz et de remémoration active. Donc ça c'est ta première ressource, tu vas créer des quiz à partir de tes méga séries d'exercices et à partir de tes guides de révision compilés. Et ensuite tu vas créer des flashcards, donc ça c'est plutôt pour les faits que tu dois mémoriser par cœur. Donc si tu dois apprendre des dates, si tu dois apprendre des formules parce que t'as pas de formulaire qui te sera fourni, si tu dois apprendre des constantes, des noms, des choses comme ça que tu dois vraiment connaître par cœur, à ce moment-là tu fais des flashcards que tu peux faire soit via des applications comme Anki ou Remnote, soit sur papier. Donc moi je préfère les applications parce que c'est quand même plus pratique et plus optimisé, mais ça marche aussi sur papier. Et c'est vraiment une très bonne méthode pour retenir par cœur des infos qui sont plutôt des infos isolées. Donc avec ça, tu as préparé tes révisions, et c'est essentiel de séparer la préparation des révisions à proprement parler. C'est-à-dire que le jour où tu fabriques ton guide de révision, tes quiz, tes flashcards, etc., ça va pas être le même jour que tu vas les travailler. Tout simplement parce que ton cerveau il est déjà un petit peu fatigué, et donc tu utiliseras mieux ton temps à faire autre chose, à bosser sur un autre sujet, ou à faire une autre activité, que à passer encore plus de temps sur cette matière. Donc assure-toi de bien séparer la phase d'organisation de tes révisions et la phase où tu vas vraiment t'attaquer au contenu. Mais une fois que tu as fait cette organisation, du coup, pour t'attaquer au contenu, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, c'est super simple parce que là, tu as simplement tes flashcards et tes quiz. Et donc, tu vas travailler petit à petit les flashcards. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire, pareil, pendant que tu prends le bus, pendant que tu attends dans une file d'attente. Tu sors ton paquet de flashcards, que ce soit sur ton téléphone ou en papier, et tu les révises juste pour apprendre par cœur ce que tu dois apprendre par cœur. Ça, c'est le plus simple, j'ai envie de dire. Et la deuxième partie, c'est sur les quiz que tu as créés. Donc, que ce soit pour tes cours non techniques ou c'est des quiz avec les réponses sous forme de faits et conclusions, ou que ce soit des quiz qui comportent plus de problèmes à résoudre dans des cours techniques, tu vas utiliser la même méthode. En gros, tu vas prendre ces quiz-là et essayer de te souvenir activement de la réponse. Donc, que ce soit te souvenir de la réponse et de la conclusion, ou bien que ce soit résoudre les exercices concrètement sur le papier, tu vas essayer de faire ça de mémoire sans t'aider de tes cours et de tes notes. Et tu vas au fur et à mesure noter ceux avec lesquels tu as le plus de mal et ceux avec lesquels tu es à l'aise. Et tu vas faire plusieurs passes. Et en gros, une fois que tu as fait toutes les questions d'un quiz, eh ben, tu vas faire une pause, évidemment, pour te rafraîchir les idées. Et tu vas faire ensuite un deuxième tour, mais cette fois-ci seulement sur les trucs qui t'ont posé problème. Comme ça, tu passes ton temps seulement sur les trucs sur lesquels t'es pas à l'aise. Ceux sur lesquels t'es à l'aise, c'est bon, t'as pas besoin de les refaire. Mais ceux qui t'ont posé problème, tu regardes rapidement tes notes pour te souvenir de quelle était la bonne réponse, quelle était la solution. Et ensuite, tu réessayes de les résoudre par toi-même un peu plus tard. Pour des cours techniques où c'est des exercices, eh ben, faut que tu aies une feuille de papier pour noter, pour les écrire concrètement, les solutions. Ça suffit pas de le faire dans ta tête, parce que dans ta tête, t'as l'impression que tu sais, t'as l'impression que t'as compris, mais en fait, tant que tu l'écris pas, tant que tu le fais pas concrètement, eh ben, t'es pas sûr d'avoir compris et d'avoir bien ancré. Et c'est pareil pour les questions qui sont des questions conceptuelles ou des questions d'explication où tu dois réexpliquer les faits et la conclusion. Là, il s'agit pas non plus de le faire seulement dans ta tête, ça suffit pas. Il faut vraiment le dire à voix haute. L'idéal, c'est de te mettre dans un endroit où tu vas déranger personne et de faire comme si tu donnais un cours sur le sujet. Donc tu prends ton quiz, tu prends ta feuille en papier avec tes questions, et tu vas lire les questions et réexpliquer comme si tu donnais un cours à quelqu'un sur le sujet, quelles sont les réponses à ces questions. Et donc c'est super cool de faire ça par exemple en marchant, tu vas dehors, tu vas marcher dans un coin sympa, et tu fais ça en marchant comme si tu donnais un cours sur le sujet. Tu peux même mettre un peu de musique avant, faire de ça un événement sympathique. Et si jamais vraiment tu peux pas faire ça à voix haute, c'est quand même l'idéal de faire ça à voix haute, mais si tu peux vraiment pas, à ce moment-là tu écris les réponses sur le papier, et là ça t'assurera que tu les as bien compris, parce que il
Il faut vraiment le formuler avec ses propres mots, et juste le dire dans notre tête, ça suffit pas pour s'assurer qu'on a bien compris. Mais le fait d'écrire sur le papier, c'est peut-être un peu plus lent que simplement le expliquer à voix haute, donc je te conseille quand même de te mettre dans un endroit où tu peux parler à voix haute, et le faire comme ça. Donc le processus, il est simple, tu prends tes quiz, tu résous chacune des questions, et tu repasses pour celles que tu as pas bien réussi. Et ce processus, il est super efficace, et c'est aussi intéressant parce que tu as une fin claire du processus. Une fois que tu as fait toutes tes questions, et que tu es à l'aise sur toutes tes questions, et ben, t'as plus rien à faire. T'as fini de réviser, c'est bon, t'es sûr que tu as maîtrisé chacun des sujets, et t'as pas besoin de passer plus de temps parce que tu sais que t'es à l'aise et que cette matière, c'est bon. Et c'est un truc qui rend peut-être certaines personnes mal à l'aise au début de voir que en fait ça prend pas tant de temps que ça et qu'après il leur reste plein de temps libre. Mais en fait c'est un des avantages du processus et c'est parce qu'on a fait la plupart du travail pendant le semestre à prendre des bonnes notes, à faire nos exercices. Et bon du coup après en fait pendant les révisions il n'y a plus énormément à faire donc il te faut seulement quelques heures pour préparer tes ressources et quelques heures pour concrètement répondre à tes quiz. Et ensuite c'est bon, t'es prêt. Et un dernier truc que tu dois faire par contre pendant tout ton processus de révision, c'est d'assurer tes arrières. Parce que jusque-là, t'as fait du bon travail, mais ce serait dommage que ce bon travail soit ruiné par une question qui tombe sur le test sur le seul sujet sur lequel t'es pas très sûr, ou bien le seul sujet que t'as oublié. Et donc, ton travail, ça va être de t'assurer qu'il n'y a pas de sujet sur lequel tu serais complètement bloqué. Donc comment on fait ça? Et bien concrètement, pendant le semestre, pendant que tu prends tes notes en cours, s'il y a un truc que t'es pas très sûr d'avoir compris, tu notes un petit point d'interrogation dans la marge, tu fais une petite marque pour noter que t'as pas très bien compris, et pareil quand tu résous les exercices, dès que t'as une question, dès qu'il y a un truc dont t'es pas sûr que tu pourrais le réexpliquer ou le refaire par toi-même, tu le notes dans la marge, et ton travail pendant tout le semestre, ça va être d'éliminer ces points d'interrogation le plus tôt possible. Donc si tu les as pendant que tu prends tes notes en cours, l'idéal c'est de lever ta main et de poser la question directement, ou alors d'aller voir le prof à la fin du cours et de lui poser la question. C'est vraiment un truc dont il faut prendre l'habitude, de poser au moins une question à chaque cours, et il s'agit pas d'être chiant ou de poser des questions juste pour poser des questions, mais en fait c'est vraiment utile non seulement pour toi, mais c'est sans doute utile aussi pour les autres, parce que t'es sans doute pas le seul à te poser la question, et en plus le prof est là pour ça. Donc si t'es moins à l'aise de poser la question dans toute la classe, tu peux simplement aller voir le prof à la fin du cours. Souvent les profs ils restent quelques minutes à la fin du cours et tu peux aller les voir et leur poser tes questions. Ça c'est vraiment l'idéal parce que comme ça tu les résous directement et tu peux à la fin du cours prendre le temps de mettre tes notes au propre et de renoter les points sur lesquels tu avais un point d'interrogation. Comme ça quand tu sors du cours t'es sûr que t'as tout compris et que tes notes sont au propre. Ça c'est l'idéal. Et puis ensuite pour les points d'interrogation qui te restent après ça, par exemple ceux que tu as quand tu fais tes exercices, etc. Et ben là on en a déjà un peu parlé, il faut aller aux heures de permanence de tes profs, aux sessions d'exercice, aux sessions de TD, et poser tes questions là-bas. Et tu peux aussi poser tes questions à tes collègues de classe. Donc en sortant de cours, s'il y a un truc que t'as pas compris et que t'as pas réussi à choper le prof, tu peux toujours choper un de tes camarades et leur demander de te réexpliquer le truc pendant que c'est encore frais dans leur mémoire. C'est aussi une très bonne stratégie. Tu peux aussi tirer parti des forums de classe. Des fois, il y a des forums sur lesquels on peut poser des questions et où on peut se répondre entre étudiants, ou bien des groupes de chat, etc. Ou simplement envoyer un mail à un de tes collègues pour demander une explication. Donc tout ça, c'est des stratégies qui vont te permettre d'éliminer au fur et à mesure du semestre tes points d'interrogation. Et il faut aussi aller aux sessions de révision. Souvent, les profs ou les assistants des profs organisent une session de révision un peu avant l'examen. Et ben là, viens-y préparé et viens-y avec une liste de questions qui te restent à traiter pour en tirer parti intelligemment. Et si tu suis cette stratégie d'éliminer tous tes points d'interrogation au fur et à mesure du semestre, alors tu réduis quasiment à zéro les chances que tu aies un sujet qui te surprenne et sur lequel tu sois complètement bloqué le jour de l'examen. Mais pour t'assurer de bien performer, il nous faut encore une dernière chose, et c'est une fois que t'es le jour J, le jour de l'examen, comment faire pour être au top de ta performance. Et ben commence par avoir une bonne nuit de sommeil la veille. Les nuits blanches, ça sert à rien, tu vas pas apprendre beaucoup plus en révisant quelques heures de plus jusqu'à tard le matin avant ton examen. Tu vas juste ruiner tes capacités mentales et arriver avec un cerveau complètement fatigué, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Viens reposer, viens détendu, parce que ça t'apportera pas grand chose de réviser jusqu'à la dernière minute. Il vaut mieux utiliser ce temps-là pour te détendre, mettre un petit peu de musique, aller te balader avant l'examen et venir frais et dispo. Comme ça, tu pourras être à ton maximum. Arrive toujours un petit peu en avance à l'examen et assure-toi que tu as bien tout ton matériel. Et une fois que tu es assis et qu'il distribue les sujets, il faut être stratégique. Donc tu commences par passer en revue les questions avant d'y répondre. Il faut lire ou survoler au moins l'ensemble de l'énoncé pour avoir une idée à peu près de quelle est la longueur des questions, de quels sont leurs nombres et de lesquels te semblent les plus faciles ou les plus durs. Une fois que tu as survolé ton sujet, tu vas budgéter ton temps. Donc tu vas enlever quelques dizaines de minutes
du temps total de l'examen, et ensuite tu vas diviser ça par le nombre de questions ou le nombre de points qu'il y a dans l'examen, et ça va te donner une idée de combien de minutes tu peux passer par point ou par question. Et ça c'est super important parce que ça va t'éviter de passer trop de temps sur une question par rapport à une autre, et ça va donc te permettre d'être stratégique. Pourquoi est-ce qu'on enlève quelques dizaines de minutes? Et bien tout simplement pour te laisser un peu de marge, pour que tu aies le temps de boire un coup, de manger un morceau pendant l'examen, d'aller aux toilettes, pour que tu aies le temps aussi de faire ton survol au début, et pour que tu aies le temps surtout de vérifier tes réponses à la fin. C'est assez important. Donc une fois que tu as budgété ton temps, ton objectif ça va être de faire les questions les plus faciles en premier. Tu vas aller chercher les points là où tu sais que tu peux les avoir, et s'il y a des questions qui sont plus difficiles ou qui te posent problème, tu peux les regarder et passer quelques minutes dessus, mais si tu bloques, passe directement à autre chose. Ton cerveau il aura peut-être le temps de trouver un déblocage en arrière-plan, et en tout cas ça t'évitera de perdre du temps sur un truc pour lequel t'es pas sûr de pouvoir le résoudre. Passe d'abord sur les trucs faciles, et tu reviendras après aux problèmes plus difficiles quand tu seras sûr que tu auras déjà récupéré tous les points faciles à récupérer. Ok ? Ensuite, pour les examens, tu dois écrire un essai. Fais un plan au brouillon. Assure-toi d'avoir bien compris la question qui est posée. Décompose-la en sous-questions. Souvent, il y a plusieurs questions à l'intérieur d'une question. Et tu vas noter les quelques grandes idées, les quelques faits, les quelques points que tu veux couvrir pour répondre à cette question-là. Ensuite, tu vérifies que tes points ils vont bien répondre à tous les éléments de la question. Ensuite, tu vas les numéroter pour savoir dans quel ordre tu veux les aborder. Et tout ça, il faut le noter seulement avec des mots-clés. C'est pas la peine de faire des phrases, etc. Tu fais juste un brouillon pour toi-même. Tu peux même le faire directement sur l'énoncé et noter tes mots-clés. Et ensuite, une fois que tu as cette structure au brouillon, avec les points que tu veux aborder, dans quel ordre tu veux les aborder et la conclusion à laquelle ça te mène, et à partir de ces mots-clés-là et de cette structure, tu vas écrire concrètement ton essai. Et pour finir, à la fin de l'examen, c'est toujours important de vérifier tes réponses. Donc garde toujours 5-10 minutes pour pouvoir revenir en arrière et vérifier, parce qu'il y a toujours une erreur d'inattention qu'on a faite, il y a toujours un petit truc qu'on peut améliorer par-ci par-là, il y a toujours une façon de rendre ta copie un petit peu plus propre, etc. Donc ne pars pas en avance d'un examen, c'est vraiment dommage de faire ça, et ça t'apporte rien, mais au contraire, mets au profit le temps qui te reste pour corriger les erreurs d'inattention que tu aurais faites, pour améliorer la présentation, parce que c'est des humains qui vont corriger ta copie, donc si elle est bien propre, ça donne plus envie de mettre des points, etc. Donc voilà, ne pars pas en avance et utilise le temps qui te reste pour peaufiner ta copie. Et avec tout ça, tu as toutes les stratégies qu'il te faut pour pouvoir exceller en y passant le moins de temps possible. Donc tu vas prendre des notes de qualité sur tes cours, tu vas expédier tes devoirs et tes projets de façon intelligente, tu as une stratégie en béton pour réviser en y passant le moins de temps possible, en éliminant tes points d'interrogation au fur et à mesure du semestre et en révisant avec la méthode des quiz, de la répétition espacée avec les flashcards et de la remémoration active. Et enfin, tu as une stratégie pour le jour J pendant l'examen pour t'assurer que tu as tous les points que tu peux avoir. Tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour multiplier ton niveau. Mais c'est parfois dur de passer à l'action. Alors je t'ai préparé un système pour réduire la friction. Des stratégies concrètes, des détails et du soutien. Tu auras tout ce qu'il te faut pour faire de ce système le tien. Alors ne laisse pas YouTube te pousser loin de l'action et clique plutôt sur le lien en description.